Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou au Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 12, soit le premier chapitre de Daenerys de Clash of Kings. Et comme on est en présence des Dothraki, je vous présente mon Ro, Guillaume. Le Ro, le sang coureur, c'est moi. Je présente sang de mon sang. Ça va le sang? Soleil étoilé de mes nuits. Lune de mes jours. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Daenerys. Sincèrement, parce que le dernier chapitre qu'on a tourné d'elle, c'était le tout dernier chapitre de Game of Thrones. Et donc le tome 1, on l'a fini, je crois qu'on l'a fini vers mai 2021, quoi. Ah ouais, putain, ça c'est une pause à la Ouais, c'est une pause à la Togashi, ça. Hein. C'est une vraie pause. Tu sais que j'ai cru que t'allais dire une pause à la Top Gun. Genre 25 ans d'écart. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas traité Daenerys, donc un plaisir de la retrouver, notre chère Khaleesi. Et vas-y Guillaume, je te laisse avec le résumé de ce chapitre pour ce retour. Ok, donc dans ce chapitre, justement, on va retrouver Daenerys qui, bien qu'ayant mis au monde 3 dragons, demeure dans une situation quand même très délicate, avec un Khalasar fragile et qui s'affaiblit à vue d'œil. Et donc, ils sont en quête d'un endroit où reprendre des forces, quoi. Daenerys n'a pas d'autre choix que de se diriger vers l'est, en suivant la comète rouge, la fameuse, et finira par trouver refuge dans une ville fantôme. Donc, durant le séjour, on en apprendra un petit peu plus sur l'histoire de Jorah Mormont et de sa deuxième femme, Lyns. Et le chapitre va se clôturer avec le retour d'un de ses 100 coureurs, justement, qui est parti en quête d'un refuge pour son Khalasar, et qui reviendra avec 3 personnes qui pourraient bien sauver cette dernière de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Ouais, c'était un très bon résumé celui-là. Sincèrement, là, si je devais mettre une note, ce serait un A. Ah, ça fait plaisir. Donc ouais, un retour sur un chapitre de Daenerys. C'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à la faire Daenerys, moi je disais que c'est pas que ces chapitres m'étaient insupportables, loin de là, mais c'est vrai que ça faisait une grosse coupure du monde de Westeros. Et sincèrement, en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que les chapitres de Daenerys, en fait, j'ai vachement apprécié les faire, même si ça nous coupait, quoi. Moi, un peu moins quand même. À chaque fois qu'on sortait d'un chapitre de Tyrion où on est dans le feu de l'action, quoi, et qu'on se retrouve avec une Daenerys qui n'a rien à voir pour l'instant avec le reste, c'était un peu dur. Que je comprends ce que tu veux dire, je comprends tellement. Mais quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, mais j'ai apprécié en fait le lire, apprécié en fait suivre sa storyline. Alors que quand je me souviens de la Daenerys de la saison 2, c'est un des passages qui m'a le plus saoulé de toute la série Game of Thrones, quoi. C'est vrai, ouais. Ouais. Mais dans les bouquins, franchement, c'est clairement plaisant, en tout cas pour moi. Ok. Après voir pour la suite, Donc pour rappel, lors de son dernier chapitre, les 3 œufs de dragon de Daenerys avaient éclos pour donner un dragon crème et or, un dragon vert et un dragon noir. Pour info, tu sais, Guillaume, on avait parlé. Alors, je crois que c'est dans le chapitre de Davos. Tu sais, il y avait Bariol qui parle encore en énigme. Et tu sais, il disait un truc genre avec, je crois que c'était des bulles ou des vagues, je sais plus exactement, mais des bulles de différentes couleurs, quelque chose comme ça. Et tu sais, on se demandait si ça avait pas un lien avec les dragons de Daenerys, mais en fait non, parce que en fait les dragons de Daenerys, on avait sa couleur à la fin du tome, et c'était pas les mêmes que les mêmes couleurs dont parlait Bariol. Ouais, Bariol parlait je sais plus, que les flammes sont vertes et bleues. Les flammes sont vertes et bleues au fond de la mer. Voilà. Donc moi, Voilà, j'avais émis l'hypothèse que éventuellement ça avait un lien avec le feu grégeois, mais le feu bleu, je sais pas. Et le feu grégeois, je sais pas si on l'a déjà mentionné, mais bon, c'est des flammes vertes, tout ce que vous avez à savoir. Sûr que le feu régent, en plus, on l'a mentionné à un moment, mais bon, je sais plus à quel moment. Bref, suite à cela, Jorah Mormont avait renouvelé ses vœux de vassal envers elle, tout comme son Khalasar de Dothraki. Et nous débutons ce chapitre directement par le moment comète. Toujours sans Deagle, bien entendu. Et les Dothraki, du coup, nommaient la comète l'étoile sanglante, comète qu'on avait aperçue justement lors du dernier chapitre de Daenerys de Game of Thrones,
au commencement de la cérémonie du bûcher funéraire de Mirri Masdur, s'étant conclu par l'éclosion des œufs. Daenerys y avait vu à ce moment-là une comète rouge sang, rouge feu, avec une queue de dragon. Un bon présage, s'était-elle dit à l'époque. Bah, j'achète un petit peu plus ça que Theon qui croit que la comète lui est destinée à son arrivée aux îles de Fer, quoi. J'y crois un petit peu plus. Même si je maintiens que c'est probablement une pure coïncidence et que du coup ça permet juste aux personnages de refléter leur désir le plus Leur profond. désir. C'est ça. Le miroir du reset, quoi. Enfin, Exactement. c'est pas le désir, mais... Si, c'est ça, le désir le plus profond. Oui, c'est ça, reset. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça rentre en concomitance avec ce que disait Vieille Nan par rapport à la comète, parce que Vieille Nan, c'est celle qui parlait de dragon, en voyant la comète. Donc, oui, c'est sûr que, visiblement, de ce qu'on voit, en tout cas, avec l'aperçu des différents POV et de la saga en général, Daenerys et Vieille Nan se rejoignent pour la naissance de dragons, ce qui peut paraître très crédible. Ouais. Pour le coup, c'est un peu plus crédible. Ouais. Daenerys s'était donc décidé de suivre le chemin qu'indiquait la comète. En même temps, ses destinations étaient limitées, de peur de croiser d'autres Kalassar ou contre les Agnelais. D'ailleurs, bon, ce qu'on va dire par rapport à ce chapitre, c'est que c'est un peu dommage, parce que dans ce chapitre, on nous parle des destinations de Daenerys, de ses voyages, de l'errance de son Kalassar, et du coup, on nous parle de nord et du sud, mais comme on n'a pas de carte d'Essos, c'est super difficile de visualiser où elle est à présent et où elle se rend. Non, mais c'est sûr que je pense qu'on l'avait déjà dit lors d'un précédent chapitre, mais on se repère beaucoup mieux dans Westeros qu'à Essos, quoi. À Westeros, avec la carte et tout, on arrive à vraiment savoir où on est, où on va, ou des choses comme ça. À Essos, on est complètement du père. Hein. Entre Bravos, Mérine, Astapor, carte, je sais pas où c'est, quoi. On sait pas où c'est. Pentos, je sais pas où c'est. Lys, je sais pas où c'est. C'est catastrophique. Et je me rappelle que je crois qu'on avait évoqué un moment où on regardait la série The Witcher. Et tu sais, on évoquait les parallèles. Moi, je disais qu'en regardant la saison 1, j'étais perdu. Je savais pas où ils étaient dans The Witcher. Et c'est exactement ce que je ressens en lisant le chapitre de Daenerys. Ouais. Ouais, tu sais pas où ils sont, le Nilfgaard, tout ça, t'es là, c'est où? Et ce qui est marrant, c'est qu'heureusement que Martin et d'abord, mais même par rapport à la saga Game of Thrones, tu sais, t'as déjà le nord et le sud. Et rien que ça te permet grave d'avoir une différenciation et je sais pas, d'avoir une visualisation des différentes régions. Bien sûr, t'as les lieux visuels dans la série, mais je veux dire, quand tu regardes la série Game of Thrones, même si t'as pas de carte, en enlevant le générique, parce que il y a plein de gens qui ont pas compris que le générique je peux comprendre que le générique c'est une carte, mais qui suivaient pas le générique, mais même sans le générique et la carte, tu peux comprendre où t'es dans Westeros. Alors que dans Essos, sincèrement, Daenerys, elle me dit qu'elle doit aller au sud ou au nord, je sais pas où elle est, quoi. Ouais, c'est sûr. Même dans la série, t'es beaucoup plus... Ouais, c'est exactement ça. T'es beaucoup plus perdu à Essos qu'à Westeros. À Westeros, ça va. Je pense que tu fais un sondage avec les spectateurs de Game of Thrones. Tu leur demandes de placer Kars par rapport à Myrine, par exemple. Il y en a aucun qui sait te répondre. Hein. Ouais, alors que tu plaçais Winterfell ou plaçais Port-Réal, je pense qu'il y a moyen au moins de les situer dans la bonne zone, quoi. Après, faut pas pousser non plus. Dans la série, Ville-Vieille, tu galères, hein, tu sais pas où c'est, quoi. Tu sais pas exactement où c'est, ou même, je sais pas, n'importe où. Ouais, mais en fait, ça a pas d'importance. Alors que là, quand même, le fait qu'elle voyage, etc., les lieux ont une importance, tu vois, dans le chapitre de Daenerys. Ouais. Donc voilà, là, on vient de dire ça, mais par exemple, Daenerys a dit qu'elle peut pas se rendre au port de Mérine, de Yunkai et d'Astapor, parce que le Khal Pono, qui s'était déclaré ainsi suite au décès de Khal Drogo, prenait déjà cette route en compagnie des Dothraki appartenant auparavant au Kalassar de Drogo. 10 000 guerriers Dothraki l'auraient suivi, d'après Jorah Mormont, parce que, en effet, Jorah Mormont avait dit à Daenerys que les Dothraki ne suivaient que la force, et c'est ce Khal Pono qui la représentait à présent. En passant, on avait aussi appris dans le chapitre précédent de Daenerys, et dans celui-ci, qu'un autre Khal s'était déclaré suite à la mort de Drogo, Khal Jaco, mais pour qui on n'a aucune information pour l'instant. Pour revenir au port, donc de comment ça s'appelle, Mérine, Yunkai, Astapor,
on ne sait absolument pas où se trouve Mérine, Yunkai et Astapor par rapport à Daenerys. Du coup, et en passant dans le texte, c'est marqué, enfin il y a une faute de typo, c'est marqué Yukai, donc Y-U-K-A-I, mais c'est bien Yunkai avec un N supplémentaire. Donc première fois qu'on a la mention de Yunkai et Astapor, au par ailleurs. En revanche, on avait déjà entendu le nom de Mérine, et on sait à présent que ces trois villes forment la baie des Cerfs, ou baie des Esclaves, comme écrit dans ce chapitre, mais plus tard on s'y référera par le nom de baie des Cerfs. On peut les opposer aux cités libres, quoi. C'est ça? Éventuellement. Oui, exactement, elles n'appartiennent pas aux cités libres. D'accord. On avait déjà entendu parler de Myrine par Jorah Mormont, qui, après le carnage qu'avait fait Drogo chez les Annulés, avait conseillé à Daenerys d'aller à Mérine pour aller vendre des esclaves qu'il venait de faire, qu'il venait de se faire du coup en massacrant les Annulés, car il y aurait une épidémie qui aurait ravagé la ville de Mérine l'an dernier et que donc les prix étaient très hauts. Mmh. Ainsi, ils auraient pu se payer des bateaux avec des équipages pour attaquer Westeros. Voilà, c'était juste après que tu sais, Drogo, il avait tué Viserys, qu'il avait dit à Daenerys avec son discours, oui, je vais tuer tous les seigneurs des, tu vois. Ouais. Bon, putain de Covid, hein. Non, 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 pardon. C'était après la tentative c'était après la tentative d'assassinat de Daenerys là par l'empoisonneur. Oui, ouais. Ouais, ouais. Et donc il l'avait chopé, il l'avait tué, et puis c'est là que Drogo il avait dit non, moi du coup je vais aller conquérir Westeros, etc. Je vais aller tuer tous ces seigneurs, blablabla. OK. Mais donc on comprend du coup avec ce passage que la traite d'esclaves est de mise dans ces trois villes. En même temps, tu t'appelles pas BDSR pour rien. Et donc qu'elle se situe à un littoral d'Essos avec le nom de baie et vu qu'il y a des ports. Logique. Mais on sait que l'esclavage n'est pas de mise partout en Essos, hein, parce que dans le premier chapitre de Daenerys, je crois, c'est marqué qu'à Pentos, il y avait pas d'esclaves, justement. Justement, c'était une cité libre. Mm. Jorah essaye tant bien que mal de calmer les ardeurs de Daenerys, elle qui ne pensait rien craindre de Calpono, surtout à présent qu'elle avait des dragons. Pour Jorah, ce ne sont que des poussins pour l'instant, qu'on pourrait tuer par simple coup d'araque, l'arme typique des guerriers d'Othraki, ou pire, qu'on pourrait vouloir pour soi-même. Il n'y avait que 3 dragons vivants connus dans ce monde, ils étaient donc inestimables. Heureusement que Daenerys pouvait compter sur son Kalassar, qui, après le bûcher funéraire et la naissance des dragons, lui vouait une fidélité sans faille selon elle. Il l'appelait aussi bien Daenerys l'imbrûlée que Daenerys la mère des dragons. Et il respectait tous sa parole comme il respectait celle de Drogo, même plus. Le seul hic, c'était que c'était les plus faibles de l'ancien Kalassar de Drogo qui l'avaient suivi. Les plus forts étaient partis avec Pono ou Jaco, de même que pour les bêtes et les chevaux. Donc oui, en parlant des dragons de Daenerys, c'est Dora qui le dit, hein, pour l'instant c'est que des marmots. Mais tu m'étonnes. On n'a rien à craindre d'eux, quoi. Ouais. C'est des petits chiens, pour l'instant. Pour l'instant, et justement, vu leur potentiel, s'ils croisaient un Kalassar, clairement, ils voudraient comme tu l'as déjà mentionné, et comme c'est mentionné dans le chapitre, soit tuer le problème dans l'œuf, bon, ils sont plus dans l'œuf, mais tu vois ce que je veux dire? Mm. Soit essayer d'en faire de la marchandise, se les approprier, les garder, même si je suis pas sûr qu'ils obéissent, mais ils peuvent tenter. Enfin, clairement, ils ils vont pas rester, ils vont pas s'agenouiller devant Daenerys parce qu'elle a 3 bébés de dragons, au contraire. Ça fait des En fait, pour l'instant, les dragons, c'est certes, c'est un énorme potentiel, mais c'est plus, ça les rend plus vulnérables qu'autre chose, là. Mais quand tu dis, c'est vrai qu'on en sait très peu sur les dragons, parce qu'ils disent, par exemple, vouloir les garder pour eux-mêmes, mais de ce qu'on comprend depuis le début de la saga, c'est que les dragons, c'était un peu l'apanage des Targaryens, quoi, Ouais. et des Valériens plus en général. Et on ne sait pas si ils peuvent se soumettre ou obéir à d'autres peuples, d'autres familles, etc. Pour l'instant, on sait pas. Ouais. C'est vrai on en sait que très peu sur les dragons quand on y réfléchit. Hein. Non, non, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose, hein, j'ai quelques souvenirs des fameux squelettes de dragons, dans les caves, de Port-Réal, mais j'ai pas beaucoup plus de souvenirs. Je crois que Tyrion, je me souviens de Tyrion qui lisait un livre sur les dragons justement, en allant, au mur, en allant visiter le mur. Exactement, ouais, très bien, très bon souvenir. Mais, il y a pas masse d'infos, ouais. Mais après, oui, il y a un avantage considérable. Hein. Juste ce qu'on vient d'apprendre par rapport à la forteresse d'Arène le Noir, donc Arène Hall, et la façon dont elle a été détruite par Aegon le Conquérant, tu m'étonnes qu'avoir un dragon de ton côté. Alors 3,
Mais déjà, un dragon, ce qu'il veut faire, mais alors trois. Bah, c'est 3, c'est le chiffre qu'il a fallu, pour Aegon, pour, terroriser, Westeros, hein. C'est vrai que je pense que Daenerys, en disant ça, elle se rend pas compte de la valeur qu'elle a à présent et que ces dragons ont. Hein. Ouais, je pense qu'elle est trop jeune pour, réaliser encore, mais ça Que la réalité va la rattraper très vite. ouais, je pense qu'elle va se rendre très vite compte, vu comment on va la traiter, vu comment machin, vu les histoires, tout. Hmm. Les territoires que traversait le Canassar de Daenerys étaient inhospitaliers et, bon, comme on vient de le dire, hein, c'était pas les plus endurants qui étaient avec elle. Pourtant, plus que son Canassar et même d'elle-même, ceux pour qui elle s'inquiétait vraiment étaient ses dragons. Elle avait connu trop de pertes dans sa vie pour les perdre eux aussi, de son père Aerys II et de son frère Rhaegar, mort avant sa naissance, sa mère morte en couche, son frère couronné d'or récemment par Khal Drogo, et même le chevalier Willem Darry, qui s'était occupé d'elle depuis sa naissance. On apprend d'ailleurs que les dragons d'Aegon le Conquérant et ses sœurs portaient le nom des dieux de l'antique Valyria. Donc Aegon montait Balerion, la terreur noire, Visenya montait Vagar, et Rhaenys Meraxes. Daenerys est elle les nommée après les êtres chers que la vie lui avait enlevés. Le vert se nommerait Rhaegal, en l'honneur de Rhaegar. Le crème et or se nommerait Viserion, en l'honneur de Viserys, et le noir Drogon, pour Khal Drogo. C'est marrant. Elle a choisi Rhaegar plutôt que son père, mais tu vois, elle n'a jamais. Je sais pas si Daenerys a des souvenirs de. Non, elle était trop jeune pour se souvenir de Rhaegar ou de son père. Non, elle en a entendu que des Elle n'était histoires. pas née surtout. Ouais, elle en a entendu que des histoires, quoi. Elle a entendu que des histoires exactement. Et encore de qui tu sais, de Viserys. Et on sait que bon, Viserys il essayait un peu de lui monter la tête à Daenerys. Soit de Willem Darry, mais vu que Willem Darry il semble mort quand elle était très jeune, je suis pas sûr qu'il ait eu le temps de lui parler. Donc en vérité, je pense pas que tu vois. Ouais, c'est que Je des pense que histoires, de Viserys. ou peut-être éventuellement de quelques autres, certains des autres qui les ont recueillis jeunes, quoi. Ah peut-être oui. Hmm. Mais oui, Daenerys elle est morte après. Pardon, Daenerys est née pardon après la mort de son frère, donc dans le Trident, parce qu'elle est née tu sais, au sein de. En fait, c'est au moment où sa mère avait fui Port-Réal, parce que Aerys, à un moment donné, il sentait que ça devenait chaud pour lui. Il a dit à sa femme de partir à Père-Dragon, du coup, avec Viserys, et c'est là-bas qu'elle est née pendant une grosse tempête. Et au moment où Stannis les a rattrapés, c'est juste à ce moment-là qu'ils venaient de partir, en fait, pour Essos avec Willem Darry qui les avait portés parce que sa mère venait de mourir. Le trajet fut très difficile. On le décrit pendant une bonne partie du chapitre, que ce soit par le climat, le manque d'eau, de nourriture, la fatigue, etc., etc. Si bien que Dorea, l'esclave lysienne offerte à Daenerys par Viserys afin de lui apprendre les arcanes de l'amour, tomba gravement malade et Daenerys ne put que se résoudre à l'accompagner du mieux qu'elle pouvait jusqu'à la mort. Adieu Dorea, hein. Adieu. Merci professeur. Merci. Merci Euh, pour les travaux. Adieu monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Mais madame la professeure, pardon. Mais du coup, ouais, Dorea morte, alors que dans la série, Pas du tout. c'est pas le même sort qui lui est réservé. Ouais, c'est pas le même délire dans la série. Bon, Guillaume, toi, t'avais enfin, en tout cas, l'image de Dorea qui continuait pendant la saison 2, du coup, C'est ça, et avec tout le groupe de qui avait un Daenerys, quoi. triste sort, qui connaît un autre Mm. triste sort. Mais Mhm. oui, ça Mais, m'a mais surpris là, de ça l'avoir diverge pour toi, du coup. ouais, ça m'a surpris de la voir mourir, maintenant pendant le trajet. Ah ouais, tu t'y attendais pas, du coup. Non. Mm. Daenerys voyait bien que son Khalasar commençait à se décourager. Aussi demanda-t-elle à Jorah s'ils étaient perdus dans ce désert infini. Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit précédemment pour continuer l'épisode, parce que en fait, même si on ne sait pas exactement où sont Daenerys et son Khalasar, on sait qu'ils se dirigent à l'est. Et à l'est, on sait que se situent les villes de Yiti, Kars et Ashaï les Ombres, comme on l'apprend dans ce chapitre, mais aussi quelques chapitres précédents. Euh, alors, déjà, on sait qu'elle se situe à l'est. Je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, et vous aussi, les auditeurs, mais tu sais, quand le Khalasar de Drogo il est enfin arrivé à Vaes de Trac, ils sont passés par un grand marché qui était séparé en marché de l'ouest et marché de l'est. Ouais, ça me dit quelque chose. Et dans le marché de l'Est, il est indiqué que il est indiqué que les marchands
des 3 différentes villes sont présents. Donc, les marchands de Yéti qui portaient des chapeaux à queue de singe. D'ailleurs, il est dit dans le premier tome que, bon, à Yéti, il existe des jungles, au plus encore des basiliques. Donc tu vois que c'est un lieu, c'est des lieux mystiques, quoi, Essos. Ouais. T'as pas envie d'y aller, quoi, c'est Jungle Cruise. Jumanji un peu là, le délire, ouais. Ouais, exactement. Il y avait aussi les marchands de Kars, qui étaient décrits comme blêmes, mais on avait aussi parlé des habitants de Kars à un autre moment. Est-ce que tu te rappelles quand, Guillaume? Là, franchement, c'est une question, c'est chaud. Non, non, franchement, alors Achai encore, Mélisande, tout ça, j'ai un peu la ref, tu vois. Que c'est très 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 mystique comme endroit Achai, mais alors Kars là, j'ai absolument pas la ref. Non là c'est Là, c'est une question à 100 points. Ah, cette technique. Celle-là, si nos auditeurs s'en rappellent, franchement, moi, je les félicite parce que moi, comme toi, Guillaume, hein, j'avais complètement zappé ce passage. Et c'est un truc justement qui m'impressionne sur Martin, c'est le fait que, en fait, son univers, il est déjà. J'ai l'impression que son univers, il est déjà construit de base, quoi. Juste, il a fait son histoire, mais que tout son lore, il était déjà présent dès le chapitre 1. C'est impressionnant. bah ouais, je sais pas, je sais pas comment il écrit exactement. J'ai l'impression qu'il est habitué à ça, de faire du world building avant de faire de la narration. En tout cas, bah c'est lui qui avait fait le world building de Elden Ring, le jeu. C'est solide, hein, c'est solide en termes de lore, c'est très solide. Et je crois qu'ils ont construit dessus après, comment dire, Miyazaki, Hidetaka, hein, non pas Hayao, c'est pas la même chose. C'est pas un gogol, hein, il sait écrire de très très bonnes histoires, mais j'ai l'impression que Martin, l'un de ses gros points forts, c'est le world building, comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui le rend spécial. En tout cas, en plus, enfin, la première fois, je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, quand on en entend parler d'eux, des habitants de Kars, c'est décrit très factuellement. En plus, c'est vraiment quelque chose qui est assez, enfin, entre guillemets, élaboré, quoi. Et le fait qu'on s'en souvienne pas, surtout qu'on a dû le dire, en fait. Faudrait réécouter l'épisode, mais ou voir mes notes, mais je suis sûr qu'on a dû le dire. C'était quand t'as Samuel Tarly, qui racontait comment son père le traitait et les sévices qu'il lui faisait subir dû à sa corpulence. Et Sam, il a raconté à John qu'un jour, il y avait 2 hommes, donc 2 sorciers de Kars, qui arrivèrent au château de Cœur-Colline avec la peau blanche et des lèvres bleues, et qu'ils égorgèrent 2 aurochs et plongèrent Sam dans le sang encore chaud du cadavre. Et bah, bon, évidemment, ça avait eu aucun effet sur Sam, et Randall Tarly, le père de Sam, les en a récompensés par le fouet. Donc bon, C'est si un vrai Tchad, le Randy. Ah non, on sent quel genre d'homme c'est Randall Tarly. Ah Hein. ouais, il est vénère, lui. Mais en tout cas, c'était une des fois où on a entendu parler des marchands de cartes, j'en avais aucun souvenir. Vraiment aucun. Les marchands de Achai, les contrées de l'ombre, étaient eux des chanteurs de sorts, des aéromans, des suppôts. Et contrairement aux sorciers de Kars, bon, on comprend que eux, c'est pas des charlatans. Là-bas, c'est de la vraie magie. Mais Parce Mélisandre, que ça déconne zéro, hein, Mélisandre. La meuf, la meuf, elle résiste au poison, et on sait que ça va partir encore plus en couille après. Non, c'est un autre délire. Voilà, ce que je disais, Mélissande de leur sorceuse d'ombre de Stannis, mais aussi Miri Masdur. Et pareil, Miri Masdur, on voit que c'est pas des blagues. Ouais, c'est Je crois que je veux dire, pas des lol, hein. les ombres autour de Daenerys, là, là-bas, c'est pas des charlatans. Franchement, en vrai, moi, je pars de la religion des Sept où, franchement, pour l'instant, j'ai vu aucun miracle se dérouler devant mes yeux et tout. Je vois une meuf, elle arrive, elle commence à enflammer tout, tu vois, faire des trucs mystiques. Je fais OK, R'hllor, le dieu de la lumière, c'est pareil. Let's go, hein, let's go. Vraiment, let's go, quoi. Tu sais, le gars qui retourne sa veste. Ah, mais oui, direct, bon, moi, direct. le père, le guerrier, le ferrant, je les ai jamais vus. Hein. Ils ont rien fait pour moi. Ils ont rien fait pour moi. Eux, hein. La jouvencelle, je connais pas. Que dalle. Par contre, Laure, là, R'hllor, mon gars. tu retournes ta verre très vite. Hein. Ah ouais, ça va très vite. Hein. Et encore, on n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu, franchement, pour l'instant.
À la limite, il y a vraiment que les Nordiens hein, qui peuvent se targuer d'avoir vraiment une vraie religion basée sur des trucs solides, quoi. Ouais, on sait que les dieux du Nord, même si on les a pas vus, ouais, on sait qu'il y a un truc, quoi. Les enfants de la forêt, Bah, les Barals. mais encore ça, c'est des légendes. Je pense il faut qu'ils les voient de leurs yeux, quoi. Pour l'instant, ça relève de la légende, quoi. Il s'est rien Bah, il y a passé. quand même une île aux faces, hein, avec les hommes verts, etc. Pour l'instant, on les a pas vus. Moi, je l'ai pas vu. Tant que t'as pas vu des trucs de tes propres yeux, Moi, c'est... j'ai pas vu, hein. Mais t'es Mais ouf. j'avoue, les 7, là... T'es ouf. Moi, il y a des miracles comme ça. Moi, je me déplace, hein. Je vais voir Et ainsi, ils venirent voir Jésus de Nazareth marcher sur l'eau. Ouais. Mélissandre. Selon Jorah Mormont, qui nous l'apprend dans un des chapitres du premier tome, Asai se trouve au diable vers le sud, mais on sait de par les chapitres précédents que c'est supposé être un grand port. Donc c'est vrai que bon, on a dit qu'on voyait pas du tout Daenerys, ce qui est vrai, mais on a quand même quelques indications sur des villes. On a l'est et l'ouest, mais même par rapport à ça, même avec ça, complexe. Mais je crois que du coup, on comprend que les cités libres sont situées à l'ouest d'Essos, et ces villes-là, Myrine, Yunkai et Astapor sont situées à l'est, quoi. Et encore plus à l'est, il y a Yiti, etc. C'est ça. Heureusement, un jour où Daenerys avait perdu pratiquement tout espoir de retrouver trace de civilisation, ses éclaireurs vinrent l'alerter qu'une ville pâle, blanche et gracieuse se tenait devant eux, à 1 heure de route au plus. J'ai dit heureusement? Ce n'était en vérité qu'une ville déserte, mais qui, pour un moindre plaisir, abritait des arbres fruitiers et des puits. C'est déjà énorme de pouvoir. Sans ça, ils étaient condamnés à la mort. Hein. Donc si, heureusement. Oui, heureusement, mais ce que je veux dire, c'est, eux, ils cherchaient à avoir, voilà, quoi, ils cherchaient quelque chose, d'une civilisation, en Ouais. fait, quelque chose auquel se raccrocher. Bon, au moins, ils sont pas Mm. condamnés à mort tout de suite, quoi. C'est déjà bien. Oui, au moins, ils sont pas morts. Au moins, ils sont pas morts. C'est déjà pas mal. Même si ses servantes disaient à Daenerys que la ville était tentée et que des spectres y rôdaient, Daenerys ne put y voir qu'un havre de paix pour elle et son peuple. Alors que Daenerys discutait avec Jorah Mormont, tout en se reposant, elle lui demanda si il avait des spectres dans sa vie. Il répondit que oui, qu'elle se nommait Lynx, sa seconde femme. Pour le détail, Lynx, c'est un prénom traduit. Dans la version originale, elle se nomme Lainis. Mais nous, on va continuer à l'appeler Lynx, vu qu'on lit la version française. Alors, avant de continuer, j'aimerais rappeler qu'on a déjà parlé de la première femme de Jorah Mormont, dans le tout dernier chapitre de GOT, mais même avant. Juste avant que Daenerys n'aille se planter dans le bûcher funéraire, parce que Jorah l'implore de ne pas y aller, que lui aussi adorait sa femme, mais qu'il ne l'a pas suivie dans la mort. On savait donc que la première épouse de Jorah est décédée, et qu'il portait une sorte d'amour pour elle, une certaine affection. C'est pas de l'amour, ça. Genre en mode, je lui ai porté une certaine affection. Genre, depuis quand tu dis ça de ta meuf, quoi. Non mais comme il dit genre il a dit ouais il aimait sa femme et il l'a pas suivi dans la mort donc quelque part et voilà quoi il est attaché à elle. Et finalement, tu comprends que là, ce qu'il va décrire, c'est plutôt une relation. J'ai l'impression que c'est Ouais plutôt une relation platonique oui. platonique, hein. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je voulais en parler à la fin parce que je crois que au moment ça c'est une supposition mais je pense qu'au moment d'écrire le dernier chapitre de AGOT je pense qu'il n'y avait pas encore la storyline complète de Jorah. Et il y a quand même une dichotomie entre ce que disait Jorah à la fin du premier tome et l'histoire qui nous conte là, quoi. Après, peut-être qu'il osait pas se livrer ou je sais pas quoi. Parce que quand même, la storyline, elle devait être écrite, quoi. Parce que quand même, s'il se retrouve à Essos, c'est pas pour rien. C'est sûr qu'il l'avait écrit pourquoi il était à Essos. Hein. Pourquoi il était Ouais, décédé. je pense que justement, franchement, c'est un doute que j'ai, c'est qu'en lisant tu lis les chapitres du premier tome et tout ce qui concerne Jorah et sa femme, t'as l'impression que enfin, j'ai pas l'impression qu'en fait, que c'est écrit. D'habitude, avec Martine, t'as toujours plusieurs indices et tout qui disent, là, franchement, en lisant cette story, t'avais pas du tout l'impression qu'elle avait deux femmes, quoi, en lisant le premier tome. Ah, peut-être que. T'avais l'impression qu'il y en avait une, et c'est à cause d'elle que il a eu tous ces tracas dont on va parler là, mais qu'il y a eu deux femmes, c'était pas très visible. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume.
Non, je comprends, mais en fait, c'est juste, c'est difficile pour moi de confirmer vu que là, j'ai plus en tête les chapitres, quoi. Ce qui est dit exactement. Je t'en parlais du coup. OK. Donc dans le chapitre, on apprend que la première femme, c'était une Glover de Motte-la-Forêt, que son père, donc Georges Mormont, le Lord commandant de la garde de nuit, l'a fait épouser et avec qui il vécut plus ou moins 10 ans. Malheureusement, 3 fausses couches eurent raison d'elle et elle trépassa. Donc en fait, on avait parlé d'elle, tu sais, c'est au moment où... mais je crois que je l'ai dans la suite de mes notes. Donc si je l'ai pas dans la suite de mes notes, je te dirai à quel moment il s'est évoqué dans le premier tome. Concernant la seconde épouse de Jorah Mormont, on en avait aussi quelque peu parlé dans le premier tome, parce que Jorah Mormont, voilà, c'est ça, le Lord commandant de la garde de nuit, en parlant à Jon de la mort du roi Robert, disait que c'est sa passion pour la chasse qui l'a tué, tout comme c'est la passion de son fils Jorah Mormont pour sa femme qui a gâché sa vie, et que sans elle, jamais il n'aurait vendu des braconniers à des marchands d'esclaves, et jamais il ne serait parti en exil en Essos. Mais l'histoire est racontée cette fois-ci, dans ce chapitre, de façon précise et détaillée. Donc il y avait déjà cette storyline dans le premier tome du fait que c'est à cause de sa femme qu'il a vendu des braconniers Mmh. et qu'il est parti en exil Ça, je m'en parce que souviens. Ned avait découvert. Mais quand tu lis le premier tome, en fait, t'as l'impression que c'est une seule et même femme, quoi. Il y a pas de précédente femme. En revanche, quand tu lis, tu vois, ce qu'il dit à la fin du premier tome à Daenerys qu'il aimait sa femme et qu'il ne l'a pas suivi dans la mort, enfin, tu t'as pas l'impression qu'il parle d'une seconde femme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, je sais pas, sincèrement, mais pour moi, il y a une dichotomie entre les deux. Je pense qu'il a écrit la storyline en écrivant le second tome. C'est possible, c'est possible, on sait déjà, que Martin réécrit ses chapitres parfois, hein, comme il le fait, depuis Mm. maintenant plus de 10 ans Mm. avec son tome 6. Ouais, donc c'est possible que là, oui, et c'est surtout la phrase qu'il dit, c'est que malgré que j'aimais ma femme, je ne l'ai pas suivie dans la mort. La façon dont il parle de sa première femme, la Glover de Motte-la-Forêt, il dit un truc genre j'avais de l'affection pour elle, mais c'était limite un mariage politique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, contraste, finalement, on avait l'impression qu'il était plus heureux avec sa première femme qu'avec sa deuxième, bien que il était Mm. fou d'elle. Exactement. Donc par rapport à la deuxième femme, la seconde épouse de Jorah, il la décrit comme étant belle, très belle même. C'était la dernière fille de Lord Leighton Hightower de Villevieille, la nièce de Gerald Hightower, dit le Taureau Blanc. Donc Lord Leighton Hightower de Villevieille, c'est le seigneur actuel de Villevieille, hein, c'est la famille Hightower qui règne là-bas. Je crois qu'on avait parlé dans le chapitre de Davos, parce que je crois, là je suis pas sûr, faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est une des filles de, tu sais, sœur Alester Florent, le père de Célis Florent, la femme de Stannis. Il a une autre de ses filles, ou je crois que c'est une de ses petites filles même, qui est mariée à Lord Leighton Hightower. Ah, c'est possible. Ça me dit quelque chose, du chapitre de Davos, ça me dit quelque chose. Ah non, pardon. En fait, sœur Alester Florent, de ce que je lis dans les appendices. Il a 3 enfants, donc Alekain, Melessa et Rhea. Et donc, c'est Rhea, donc sa dernière fille, qui est l'épouse de Lord Leighton Hightower. Mm. Et bref, il a des enfants, et enfin, il avait des filles, pardon, et il a des frères. Et donc, c'est un de ses frères qui s'appelle Sir Riam Florent, qui est mort d'une chute de cheval. Et c'est ce frère qui est le père de la reine Célise, donc la femme de Stannis. D'accord. En fait, Célise, Nièce. c'est la nièce de Alester Florent. D'accord. OK. Mais par contre, oui, la fille de Sir Alester Florent est mariée à Lord Leighton Hightower. Mais ce qui me fait penser que du coup, il a pris une femme assez jeune, quoi. Mmh. Clairement. Clairement, si j'ai l'impression que c'est pas la même génération. Ouais, si on retrace les arbres généalogiques, oui, tu as raison, on n'est pas la même branche, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le même niveau, quoi. Et c'est pas la première fois qu'un Hightower se marie avec une autre génération, hein. Pour ceux qui ont vu, House of the Dragon, c'est pas la première fois que ça arrive. Et donc, oui, donc la seconde femme de Jorah Mormont, c'était donc la nièce de Geralt Hightower, dit le Taureau Blanc. Et Geralt Hightower, pareil, on en a parlé, c'était le Lord commandant de la garde royale à l'époque d'Eris II, et le roi fou. Exact. Donc pareil, si c'est la nièce de Geralt Hightower, tu sens que c'est pas la même génération, les Leighton Hightower et la fille de Alester Florent.
Lynnis Hightower, donc la seconde épouse de Jorah Mormont, était donc de naissance bien supérieure à celle de Jorah Mormont, seigneur de l'île aux ours. Je crois qu'on a déjà parlé aussi que les Hightower, ça avait l'air d'être une famille importante hein, Ouais. au sein de Westeros. C'est une famille rattachée à la famille Tyrell. Dans la série Game of Thrones, on a du mal à s'en rendre compte, mais en tout cas, dans House of the Dragon, vous avez un meilleur aperçu de vraiment de l'importance de la famille Hightower, quoi. C'est vrai que je crois qu'on a, je sais pas si on aperçoit des Hightower hein, dans Game of Thrones. Hightower dans Geralt, on le voit. Ah oui, dans le souvenir de la Tour de la Joie. Ouais, exact. Je me souviens de lui en train de déguiser son épée. Lynn Hightower était donc de naissance bien supérieure à celle de Jorah Mormont, seigneur de l'île aux ours. Il l'avait rencontré à un tournoi qu'avait donné Robert à Port-Lanis comme célébration de la victoire à Pike au cours, justement après plutôt, la rébellion de Balon Greyjoy. En la voyant, il ne put résister à sa beauté, lui demanda de porter ses couleurs lors du tournoi, ce à quoi, à sa grande surprise, elle consentit, et il gagna même le tournoi dans un élan de confiance. Il couronna Lynn reine d'amour et de beauté, et porté par le vent, elle a demandé sa main à son père Leighton Hightower, qui, toujours à sa grande surprise, accepta. Les 15 premiers jours de noces à Port-Lanis furent les 15 meilleurs jours du mariage. Donc, on comprend qu'il y a cette tradition à Westeros de quand tu gagnes un tournoi, tu dois couronner une femme reine d'amour et de beauté. Ouais, c'est ce que Rhaegar avait fait avec non pas sa femme, mais la sœur d'Eddard, quoi, Lyanna. Lyanna Stark, exactement. Il y avait ce passage, je me rappelle, je crois, dans le chapitre d'Eddard, où il dit, au moment où Rhaegar posa la couronne sur le giron de Lyanna, tous les regards tous les regards s'étaient figés et les sourires, quelque chose comme ça, quoi. Là, Il disait quoi? l'ambiance, elle était délétère, là. À ce moment-là, Oui, ambiance c'est délétère. ça. C'est tout le monde s'était tué et les regards s'étaient figés. Et là, non, mais personne n'a compris. C'est-à-dire qu'il était passé devant Elia. Ouais, il est vraiment, il est passé devant Elia en mode, tu sais, elle s'est pris un gig avant, là. Et en plus, c'est une dinguerie parce qu'à cette époque, tu sais, Lyanna, elle était promise à Robert. Ouais, en plus. En Oh, plus. la dinguerie. Oh, la dinguerie. Quand tu vois, c'est vraiment une dinguerie. Ce qu'il a fait. Vraiment, non, non, c'est giga dinguerie, quoi. Mais de ce qu'on a vu, en tout cas, pour les deux scènes de couronnement de Reine d'amour et de beauté, ça s'est mal passé pour la suite, quoi. C'est un peu un bon présage, ce truc-là. Ouais, c'est pas bon. Voilà, donc on a dit, hein, les premiers jours du mariage, tout allait bien pour eux, excepté qu'il fallait bien revenir à l'île aux ours, et que cette île n'avait rien d'un lieu paradisiaque. Comme le décrit Jorah, l'île était trop froide, trop humide, trop loin de tout. Aucun événement n'y était programmé, les repas semblables les uns aux autres, bref, une vie monotone au possible. Jorah essaya alors de la satisfaire du mieux qu'il put, allant chercher musiciens et cuisiniers aux quatre coins du monde, mais rien n'y faisait, Lynn Hightower n'était pas heureuse. Il en résulta de tous ses efforts un énorme gouffre financier. Il refuse de parler à Daenerys des stratagèmes utilisés pour le rembourser, mais le lecteur est au courant. Jorah Mormont dut vendre des braconniers à des marchands d'esclaves, ce qui lui valut de partir en exil avec sa femme au moment où il apprit qu'Eddard Stark était au courant. Jorah et Lynn se réfugièrent alors à Lys, mais alors que Jorah manque d'or et s'enrôle chez les mercenaires, Lynn s'alla loger chez un prince négociant de Lys du nom de Trigar Ormolen. À présent, Lynn Hightower est sa concubine préférée et menace même l'épouse légitime de Trigar Ormolen. Oh, c'est triste. L'histoire, elle est vraiment triste. Hein. Et l'histoire, elle est salement triste, ouais. Ouais. Et pourtant, c'est une histoire, je pense, qui est assez commune, hein. Du fait que tu sens que ta femme, elle est pas heureuse, tu veuilles la satisfaire par tous les moyens. Mais je pense dans un couple, hein. Peut-être parce que on peut, que genre l'histoire, elle est pas si déconnante que ça. Peut-être ça nous marque encore plus le fait que c'est quelque chose de plausible, quoi. On s'identifie plus facilement à une histoire qui pourrait tristement t'arriver si t'étais malchanceux ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est vrai qu'en tout cas, moi, quand j'ai lu cette histoire, je me suis vraiment dit: «Ah putain, c'est triste, c'est triste d'essayer de genre être, éperdu d'amour comme ça et de pas réussir à faire vivre cet amour, quoi».
C'est très Ouais, il dit une chose, je crois, que à partir du moment où elle arrivait sur les Los Ours, il arrivait plus du tout à la faire sourire. Et tu sais, tu t'es avec une femme et même pas réussir à lui faire lâcher un rire, un sourire, etc. Bon, ça doit être pesant et il devait être malheureux, très malheureux. mmh. Ouais, il était beaucoup il était peut-être beaucoup plus amoureux de sa deuxième femme et beaucoup plus malheureux aussi. Mm. Voilà, concernant leur exil à Alice, du coup, ça on en avait déjà entendu parler, mais on savait pas que c'était exilé avec sa femme. C'est vrai qu'en plus, il lui avait vu des galères, quoi. C'est-à-dire que, en plus du fait qu'elle était malheureuse dans l'île aux ours, il lui a dit bon, chérie, là on est fauchés, on doit partir. Déjà que t'as tout abandonné pour partir de Villevieille jusqu'à l'île aux ours, maintenant tu dois tout abandonner encore pire pour partir de l'île aux ours jusqu'à Nice. Enfin voilà quoi. De son côté, je me dis c'est un très mauvais choix. Hein. C'est un Ouais, très mauvais parti. non mais franchement, même, non, son daron, je sais pas pourquoi il a accepté, hein. Pourquoi il a accepté genre, oui, les maison quoi? Maison quoi? Mormon? Ouais, 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 vas-y, tu C'est vrai ouf ou que quoi? pourquoi on pourrait se demander pourquoi accepter. Après, ça se trouve, enfin, tu sais, ça se trouve, il a beaucoup d'enfants. Et bon, tu te dis, il faut bien la caser quelque part. Mais tu sais, enfin, pour ceux qui connaissent un peu la maison Hightower, tu sais que c'est pas un problème de marier une fille quoi, une fille Hightower, d'autant plus si elle est aussi jolie que ça, machin quoi. Non mais faut pas, non franchement je comprends pas. Certes, il a gagné un tournoi, mais bon, je suis sûr que Leighton Hightower, il sait même pas placer l'île aux ours sur la carte. Ouais. Ouais, bon, on le connaît pas. Hein. Enfin, ça se trouve, c'est pas un bon stratège. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, Je sais lui, pas, il a mais vu que sa fille, elle a craqué. Il s'est dit bon, tu veux te marier, vas-y. Tu sais, ça se trouve, voilà quoi. C'était sous l'euphorie. Le royaume était en paix. Bah, tu vois, je veux dire. je sais pas, ouais, c'est un mauvais Mais non, mais choix. t'as trouvé, comme tu dis, ça se trouve, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent dont on connaît pas la raison maintenant. Hein. Ouais, Ça, c'est mais une possibilité aussi. moi je la comprends pas pour l'instant, hein. Et voilà, donc le prince négociant chez qui elle allait se réfugier, Tréga Ormolen, c'est la première fois qu'on voit ce nom dans la saga. À la fin de leur discussion, Daenerys pose une ultime question à son chevalier Lige. À quoi ressemblait-elle physiquement, votre Lynx? Jorah lui répond alors qu'elle lui ressemblait un peu. Et il y a cette phrase, Jorah qui dit il sourit tristement, et tu sais, il répond juste après en vérité, elle vous ressemblait un peu. Ouais, ça aussi, ça m'a fait mal au cœur, ça aussi, hein. Ce j'imagine bien la scène, hein. Genre vraiment, tu sais, il se retourne, il lâche un petit sourire un peu triste, il dit: «Bon, vous ressemblez un peu». Tu vois? Ça aussi, ça m'a marqué dans le chapitre. Ouais, pareil que toi. Daenerys réalisa seulement à ce moment-là que Jorah ne l'aimait pas seulement comme un chevalier aime sa reine, mais comme un homme aime une femme. Or, lorsque Daenerys s'imagina un instant se laisser embrasser par lui, se laisser pénétrer par lui et le faire jouir, elle sut que ça ne collait pas, que quelque chose n'était pas juste. Daenerys ne pouvait souffrir à lui. En revanche, elle pouvait lui rendre sa liberté et son île aux ours. Ça, elle le pouvait. Et comme ça dit, moi aussi, c'est un passage qui m'a un peu touché. C'est vrai qu'il y a quand même cette espèce de tragédie en fait chez Jorah, Mmh. d'aimer des femmes soit qu'il ne peut pas avoir, soit qu'il ne rend pas heureux. Et le fait qu'il dise à Daenerys, le fait qu'en fait tu sens que justement d'une part, bon, peut-être qu'il est approché avec Daenerys parce que voilà, c'est sa reine, mais il y a aussi cette chose où, en fait, soit elle lui rappelle sa femme, enfin, en tout cas son ex-femme, et en fait, il est avec elle alors qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais la toucher, jamais la voir Mmh. enfin avec elle quoi, avec lui quoi. Ouais. Mais en même temps, Daenerys, c'est la femme qui lui a redonné une raison de vivre, quoi. Parce que Oui, jusque-là, Jorah, c'était juste un simple mercenaire, perdu avec un passé tragique et Daenerys clairement, lui a donné une raison de se battre, bien plus noble et bien plus avec beaucoup plus de sens que la vie qu'il menait jusque-là, sur Essos.
Donc ça m'étonne pas non plus qu'il se soit vraiment attaché à elle, quoi. C'est devenu sa raison de vivre, en fait, Daenerys. Sans Daenerys, il avait pas vraiment de raison de vivre à part, c'était de la survie. Jusqu'à Daenerys, c'était de la survie. Là, il y a trouvé un sens. Par exemple, tu penses pas qu'il voudrait récupérer sa femme ou que il est juste avec Daenerys parce qu'elle lui rappelle sa femme? Bah, honnêtement, comment il décrit l'histoire, j'ai pas l'impression qu'il cherchait à récupérer, sa femme. Genre, il a Mmh. fait le deuil du truc. Mmh. D'accord. Et c'est vrai qu'en lisant ce passage, j'ai aussi un et justement, au moment où Daenerys lui pose cette question, j'ai l'impression que sa carapace est un peu brisée parce que justement quand il lui dit pardon, en vérité elle vous ressemblait un peu, il l'appelle Daenerys. Et juste après, il se reprend et il dit bonne nuit ma reine. Tu vois, donc il y a quand même ce machin où en fait il la tutoie, il l'appelle par son prénom au moment où il lui avoue en fait, enfin c'est limite qu'il Ouais. lui avoue qu'il la trouve super belle et que voilà quoi. Il y a eu un moment d'intimité, ouais. Attends, parce que je vais checker quand même en VO comment il le dit, s'il l'appelle aussi Daenerys, parce que j'ai pas regardé. Oui, oui, dans le texte original, il l'appelle aussi Daenerys, et après, ouais, et en fait, je viens de rechecker dans le texte, donc du coup, même à un moment, Daenerys, elle lui dit, est-ce que tu la détestes? Est-ce que vous la détestez? Et Jorah qui répond, aussi bien que je l'aime, quoi. Donc il y a un peu cette... Je pense que Jorah, il s'est même rendu compte de lui-même qu'en fait, il était dans une relation toxique, comme on le dit si bien en 2022. Ouais. Relation toxique. Toxique de ouf, hein. Le lendemain, Daenerys appela ses 300 coureurs et les chargea d'aller dans des directions différentes, aussi loin qu'ils le pouvaient, afin qu'ils trouvent une autre cité, de la civilisation, qu'importe, qui leur indiquerait un chemin à suivre. Les deux premiers, Rakaro et Ago, ne trouvèrent que des villes désertes, du sable et de l'océan à perte de vue. Mais quand Jogo revint, il était accompagné de 3 inconnus bizarrement accoutrés, se dit Daenerys. Jogo se présenta comme revenant de la ville de Kars avec 3 de ses habitants qui souhaitaient la voir de ses propres yeux, de leurs propres yeux. Un qui avait le teint pâle et des lèvres bleues, comme on le sait maintenant de certains habitants de Kars, des sorciers même, et se présenta comme étant le grand conjurateur Piatpri. Le deuxième, chauve avec des narines étincelantes de joyaux, se présenta comme Xarogzan Daxos des 13, un prince négociant de la cité de Kars. La troisième portait un masque de bois laqué et se présentant comme caisse de l'ombre. Elle dit simplement qu'elle était à la recherche des dragons. Daenerys lui répondit aussi simplement qu'elle n'avait plus besoin de chercher, qu'elle venait de les trouver. Donc 3 personnages assez mystérieux qui apparaissent à Daenerys. Alors ils disent que bon, ils viennent de Kars, du coup la cité dont on vient de parler, une des cités qui se trouve à l'est, comme Yiti, avec ces fameux sorciers de Kars que Randil Tarly a qualifié de charlatans, avec la peau blême et les lèvres bleues. Mais voilà, donc on sent que c'est pas tous les habitants de Kars qui sont comme ça, vu que il y a aussi cet homme chauve avec les narines étincelantes de joyaux, et puis cette femme assez mystérieuse du nom de Kess. Elle a l'air de venir d'Ashaï, elle. Parce qu'elle se nomme Kess de l'ombre. C'est ça. Pour moi, ça enfin, et là, elle était à Kars, mais son origine, c'est Ashaï pour moi. D'accord. À checker, hein, on va voir par la suite. Xaro Xandaxos, bon, un marchand, ni plus ni moins, dont on n'en sait pas plus. Et puis le grand conjurateur Piadpri, donc qui ferait partie de cette caste, cette société de sorciers, hein, voilà. Euh, mais bon, quand ils disent qu'ils viennent la voir Daenerys de ses propres yeux, on sent que c'est les dragons qui les intéressent, quoi. Et il y a que Kess de l'ombre qui se montre honnête par rapport à ça. Ouais, ouais, je pense. Après, difficile de leur en vouloir, hein. Difficile de leur en vouloir de vouloir voir des dragons, Mais quand on y pense, ça veut dire que c'est un ouf Jogo, hein. C'est-à-dire que le mec qui se balade, il va chercher des gens, il leur dit ouais, ma maîtresse elle a des dragons, venez voir. Je veux dire, tu peux être un peu plus discret quand même, mon gaillard. Non, mais je suis sûr qu'en vrai, tu sais, il se présente, «Je suis envoyé par Khaleesi, Daenerys, mère des dragons, l'Immaculée, l'Imbrûlée», tu vois? Genre un truc comme as. Il se présente comme as, je suis sûr. Comment ça, mère Il des est dragons? complètement débile. Comment ça, mère des dragons?
Non, mais parce que là, Daenerys, avant que Daenerys leur a dit aux trois là de dire oui, si vous croisez des gens, vous pouvez leur dire que j'ai le dragon. Mais ce que je pense pas, et je pense que Jorah Mormont l'aurait fortement déconseillé. Ah, Mais c'est dangereux. s'ils sont courants, c'est que s'ils sont courants, c'est que Jogo leur a dit. Donc lui, il est Ouais. complètement débile. Après, c'est le tout pour le tout, hein. Vraiment. Mais c'est vrai que Ah, c'est grave. ultra. Non, franchement, il aurait mieux fallu repérer le terrain, dire là, il y a une ville, ils ont l'air accueillants. Par contre, cacher les dragons pour l'instant, quoi, avant d'en savoir plus. Moi, j'aurais fait plutôt un truc comme ça, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est étonnant aussi que du coup, il s'y est cru en fait. Parce que admettons même que le gars arrive et qu'il dise la vérité, comment tu peux le voir? Je veux dire, là c'est un Dothraki seul. Il arrive, le gars il a amaigri par je sais pas 2 mois de marche. Oui, venez dans le désert à 3 jours de marche. Là, ma maîtresse elle a des dragons. Qui va croire? Parce que moi, je me dis, c'est bon, le mec, il a fait une insolation, quoi. T'as un gars, il arrive seul. C'est un Dothraki, il arrive, ouais, elle a 3 dragons même. Elle en a pas un, pas deux, mais 3. Et les gars, ils disent, ah ouais, bon, vas-y, on va checker. 3 jours de marche, normal. Allez. Le mec, le mec, il avait rien à faire pendant 3 jours, quoi. Il s'est dit, oh, vendredi, c'est férié, ça fait un long week-end. Et, et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est en effet, après, peut-être qu'on en saura plus dans les prochains chapitres. Hein. Mais c'est sûr que ça a dû avoir, tu sais, ils ont dû voir la comète peut-être et ils ont dû se dire, ah ouais, la comète en lien avec les dragons. Surtout, en fait, Ah c'est ouais. cette caisse de l'ombre là qui a l'air intéressante. Hein. C'est elle qui, tu sais, déclare directement, moi je veux voir les dragons. Caisse de l'ombre, peut-être la viande d'Achai. C'est elle qui a l'air la plus intéressante. Mystérieuse, en tout cas, avec son masque. Bon. Voilà, on est amené pour ce chapitre des plus intéressants de Daenerys. On espère qu'il vous a plu. Putain, il dure longtemps en plus. Hein. Je pensais pas qu'on allait tourner aussi longtemps. Et bien, voilà, la litanie, hein, les remerciements, les réseaux sociaux, les messages, mails, etc. Et puis, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine.